Nous allons bientôt recevoir Paul Sada. Paul Sada. Paul Sada. Oui. Bonsoir. Ainsi que Benjamin Mar. Bonsoir. Oh, qui était caché derrière cet arbre depuis le début de la course pour le climat. Vous attendez juste l'erreur. On attendait là. Nous allons faire semblant de nous apprécier. Semblant bien entendu. Pas plus que ça. Nous ne nous aimons pas. Au premier truc, on Paul, dire, ou bien je la- déjà en train de semer la division. Il va y avoir une poubelle là en sortant. Ok, je la fous là, je la mets là en 5 minutes après être arrivé, Voilà. Paul ramène ses déchets dégueulasses de chez lui. N'as-tu pas honte, Paul? On aurait allumé ce matin, non? Départ de course ce matin. Avoir dormi à côté du terrain de foot dans les vestiaires. Alors comment tu le vis cette journée d'autostop, Dimitri? C'est un défi, c'est un sacré défi physique. Je pense que je me suis entraîné des années pour ça, donc je devrais passer. Ouais, pas sûr. Ouais Polo, j'arrive. Vas-y. C'est qu'en fait, il n'y a que toi qui cours aujourd'hui. Ah oui, que moi. On est content. Regardez-moi ce schlag. Ok. Neil nous a offert le wifi, nous faisons maintenant partie de la famille. Ouais. Nous sommes des enfants adoptifs. Avec plaisir. Génial. Ici, dans la fosse commune de Bourbon-Lancy. Dans la fosse commune de Bourbon-Lancy, les cadavres sont laissés à l'air libre afin qu'ils se décomposent naturellement, imitant ainsi les processus de biodiversité. C'est bien. Paul Sada, est-ce que tu souffres d'éco-anxiété? Je sais pas, ça dépendrait de ce qu'on définit par l'éco-anxiété. D'accord, donc comment est-ce que toi tu te sens vis-à-vis des dégradations environnementales? Je dirais que comme je les vois pas, en fait, je peux pas trop te dire directement. Puisque moi, c'est pas des choses que je vais face, comme on dit. Moi, je sais pas tant ça qui me pose question. En fait. D'accord. Je dirais même que j'ai pas forcément besoin de ressentir une certaine forme de colère ou autre. Juste un manque de liberté, tout simplement. Quel genre de manque de liberté? En fait, de liberté de se sentir pouvoir agir juste dans un monde. Cette liberté que tout le monde peut faire par en fait, cette espèce d'abondance permanente. Comme si tout était accessible. Et en fait, de ce que moi j'ai pu on va dire, comprendre et suivre et voir entre guillemets de l'écologie, c'est juste que ce mode de vie n'est pas faisable, en fait, n'est juste pas possible. Et en fait, moi, on va dire, mon éco-anxiété, si on peut dire comme ça, elle se traduit simplement par le fait que je me sens jamais libre, en fait. Je me sens toujours bloqué dans un monde qui n'est pas le mien. Et juste cette sensation d'avoir un peu, tu vois, la poitrine serrée tout le temps. Juste d'être là, en fait, tu te dis, mais en fait, comment je retrouve la liberté, quoi. Cette liberté que tu avais avant de te poser aucune question. De te poser aucune question et pour autant, en fait, de malmener tout autour de toi, tu vois. De malmener les gens, de malmener la nature, etc. Et du coup, ouais, moi, ce que ça m'a posé, ça m'a pas été forcément de la tristesse ou de la colère. Parce qu'en fait, je le vois pas. On a cette chance-là, pas cette chance, en fait, en même temps, cette malchance-là, on va dire, en Occident, de pas trop avoir de soucis, pas trop avoir de problèmes avec ça. Donc finalement, les émotions, tu vois, qui nous poussent à agir, etc., elles sont pas trop là, en fait. Hein. Et moi, c'est vraiment beaucoup plus ce truc-là, de te dire, en fait, je ne peux pas, de manière assez rationnelle, juste, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible, c'est pas dans mon éthique, c'est pas dans mes valeurs, je peux juste pas continuer comme ça, à avoir rien à foutre. Et en fait, le fait de pouvoir se dire ça, mais sans pour autant trouver un moyen vraiment de se sentir libre, comme tous les gens le seraient autour de toi, et ben c'est ça, c'est cette frustration là, tu vois. Okay, est-ce que tu peux me dire, Paul, ce que ça veut dire pour toi que tu te sens bloqué et que tu te sens pas libre et ce poids sur ta poitrine, enfin qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est un peu un manque de sens, un manque de sens de vie, pas juste de sens tout court au quotidien, quoi. En fait, c'est que entre guillemets, je trouve que les modes de vie actuels se basent pas sur le sens que tu veux donner à la vie en général. Ils se basent uniquement sur profiter. C'est surtout un point de vue extrêmement consommateur et donc de profiter de la vie, de ce qu'il y a autour des gens et des trucs comme ça. Et donc en fait, tu vas passer ta vie à avancer comme ça, on ne sait pas trop où, par ce qu'on t'a donné. Et or, ce qu'on t'a donné, en fait, c'est pas si adaptatif au jour le jour, en fait. Tout, et absolument toute la vie, aujourd'hui, est contrôlée. C'est-à-dire que quand déjà tout le parcours scolaire, en fait, jusqu'à t'es globalement 25 ans, c'est absolument contrôlé. T'as peu de manière vraiment de sortir du cadre, vraiment dans le mode de vie, le fonctionnement, etc. Et donc en fait tu suis un train de vie globalement plus ou moins facile en fonction de là où tu viens, en fonction de ton contexte, des accidents qui peuvent t'arriver, ce genre de choses. Et en général d'ailleurs quand tu as des accidents, quand tu as des traumatismes ou autres, tu comprends que tu n'es pas dans le système, parce que tu comprends qu'en fait personne ne va te comprendre et tu comprends que tu vas complètement sortir des clous, complètement galérer pour tout. Tu peux prendre des maladies comme l'autisme ou autre, hein, c'est un truc très, très, très banal, hein, mais qu'en fait qui peut s'appliquer à tout. Et à l'écologie par exemple, dès que tu as un peu de conscience sur certaines choses et que tu te dis mais en fait c'est juste je peux pas vivre comme ça quoi, enfin c'est juste ouais c'est pas normal, et bah, tu te sens complètement en dehors de tout, sans en fait devoir trouver un sens à quelque chose qui a priori devait être donné à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde était en mode en fait tu suis la vie quoi. Ah ouais, regarde tu fais là, tu vas au collège, tu vas au lycée, tu vas machin, ah ben c'est normal, tu vas au ciné, ah ben c'est normal, t'es parti en voyage. Tout est basé sur une forme de normalité, ouais c'est ça, une sorte de cadre en fait. Et en fait quand tu te rends compte que juste ce cadre là il est pas possible, alors moi j'avais déjà ces consciences là sur d'autres choses mais pas forcément sur l'écologie, ce fait là d'être un peu en dehors et de pas suivre le cadre, de ne pas comprendre, quand me dire l'écologie est arrivée, c'est devenu encore pire dans le sens où t'es là, tu te dis mais pourquoi en fait. Et quand tu essayes de trouver un sens via les gens, c'est-à-dire un sens en disant on va essayer par exemple de protéger mon environnement, de se poser des questions sur ceux qui subissent tout ce qu'on fait de merde, c'est-à-dire des questions de justice, que ce soit déjà dans les pays occidentaux ou même dans le principe nord-sud, enfin tout un tas de choses comme ça en fait, où tu te retrouves tout seul quoi. Tu te retrouves tout seul à essayer de trouver un sens vers où tu vas. Et finalement, là où les gens trouvent du sens, c'est-à-dire des trucs assez consommatrices et futiles, toi, il faut que tu le trouves autre part. Donc, par exemple, dans les relations humaines, etc. Elles sont extrêmement difficiles à trouver, en fait. On peut, mais en fait, il faut toutes les forcer. Il faut toutes les forcer parce que dans ton quotidien, tu ne les auras jamais. On prend le premier exemple. Moi, je suis encore du coup en études. Du coup, tu le vois dans la relation au prof. Tu es considéré comme déjà un enfant, en général. T'es assez infantilisé. Tu dois suivre un truc. Et vraiment il n'y a pas la possibilité de voir autre part et de créer ce moment vraiment d'humanité quoi. Et en fait c'est aussi pour ça moi que je fais cette course pour le climat au final, hein. C'est vraiment pour partir à poil en fait, à poil et compter sur l'humanité des gens, de l'équipe, parce que d'abord c'est un challenge de faire ensemble quoi en fait, juste essayer d'avancer. Tu te dis tu pars 2 semaines et tu te dis il faut tenir quoi, comment tu tiens. On a de la chance, nous on a un peu de thunes, du coup ça nous aide un peu, c'est un support, ce qui fait qu'on part sans trop de stress, mais du coup ça fait aussi prendre conscience que t'as des gens qui font ça en permanence, mais qui font pas ça par choix, juste that's life quoi, c'est comme ça. Et donc moi c'est là où je retrouve ma liberté quoi, c'est là où je retrouve mon sens, c'est là où je me dis putain j'ai appris 1000 fois plus qu'en autant d'années de scolaire, de ce que tu veux, j'ai appris de la vie, j'ai appris des gens, j'ai pas appris un savoir, et ça c'est 1000 fois plus précieux. Donc moi c'est ça que je recherche et c'est cette difficulté là que j'arrive pas à retrouver dans le mode de vie actuel. Et malheureusement on a énormément d'attaches. Et le fait est qu'une fois que tu as pris conscience de tout un tas de choses mais que tu aimerais changer de mode de vie, c'est pas si facile parce qu'en fait tu as la famille, tu as les amis, tu as le lieu, tu as ce que tu as appris, c'est-à-dire tout sauf apprendre à être autonome par exemple. Et donc toutes ces choses là il faut les réapprendre, il faut recréer, il faut refaire, il faut réapprendre à se sensibiliser, et pas sensibiliser au sens je vais sensibiliser sur l'écologie, mais se sensibiliser, rendre sensible avec les gens, comment on est sensible avec les gens, parce que depuis tout petit en fait on n'apprend pas à être sensible, il faut pas pleurer, il faut pas machin, ça va mal si tu pleures, et en fait non, pas du tout, c'est normal, et ça pareil, il faut tout recréer, et donc t'es genre en permanence en train de tirailler en mode il faut que je bouge autour de moi les gens, parce que je suis dans cette société là, en même temps je sais à peu près où je veux aller, mais tu es tout le temps à devoir être très fort
très fort pour pas tomber quoi. Et ça c'est difficile. Et voilà. Là, je pense que c'est pas sur moi. C'est sur moi. Là je suis sur toi, copain. Un homme dans son milieu naturel. Il se prend la pluie. La pluie est chouette. Il aime la pluie. Du coup voilà, on peut peut-être savoir un petit peu ce que vous avez fait et puis quel est votre rapport effectivement à l'environnement et puis à l'écologie. Oui. Okay. So, Didn't quite get all of that. speak about anything we want to, about ecology, about our way of life, about whatever we want. En anglais ou en français ou, Comme vous voulez, il n'y a pas de... En anglais, ça peut être drôle. Oui. Oh well, I think philosophy is every day is a holiday. You wake up and you think, you know, that's great. Every day is a holiday. It's fun. What can you do that's fun? Yeah. And I think one of the things we love here is the bird life and the wildlife. So things like turtle doves, hoopoes, golden orioles, very, very rare or not existent in the UK, and just so, you know, just so close. France is so close, but you have the birds and the I mean, there's so much bird life here that you in May you're thinking, I can't get to sleep, what's that bloody noise? It's that bloody nightingale, shut up! It's just, our friends in England can't understand that. Well, you know, they can't experience that. It's fantastic. Yeah, I mean... Yeah. So we part of the reason we chose France and this part of France is I did some research on the internet to find an area that had no airports, very few English, but ecology and possibilities for the future. So there's good cycle networks here. You have the Voie Verte and you've got Eurovelocis. Right past our door practically. And we've found in the past that areas like this encourage like-minded people to come together, so you're more likely to meet more people with a similar outlook on life. And we said the other day that we're a bit niche. That sounds really weird, but there's not many people like us really. So if you live somewhere where, you know, somewhere like here, you're more likely to meet people. But yeah, we're not the norm. Yeah, And that's good. Yeah, we've always liked the hippie ideal. Yeah. So it doesn't mean that you have to have long hair and wear But you beads did have long hair, Okay, yes. And I had a bus and we went around Europe in a bus and but as a way of life, it's about treating other people as you would want to be treated yourself, helping people, trying to meet people. Pass on good deeds, even little deeds like helping mend a puncture. You pass it on and then it comes round again. That's a hippie philosophy, isn't it? Yes. I think. And to do it without expecting anything from other people and that I think it's important if you have a way of life, a way that you want to be like that, you also have a responsibility to behave like that to other people. So when you meet people doing something interesting, come back to that. Yeah. And that's why you joined the warm showers then? Too? Yes. Yeah. Yep. And so we both we volunteer with Croix-Rouge Français, and also to integrate as well. I mean, it's difficult. Yes. My French isn't as good as Neil's, but I've joined a Nordic walking club, an athletics club with a Nordic walking section. We've joined a French walking club as well. So 7 or 8 hours out walking, talking French. Yeah. And it's quite good. It's just, I mean, it's also good to listen and just absorb the accent and the French words. So I don't have formal French lessons. We probably should, but I'd rather be doing things, you know. And of course we
we have a rose-tinted lunette rose view of France, but we love it. We've met so many friendly people. My favourite example, I always say to people, we were cycling so we came on the ferry to Dieppe, and we were off to do a cycle tour, and it was maybe 6 o'clock in the morning, and the first French person we met was a woman standing at a bus stop. So we were on our bikes, and Joe has the panniers, I've got a trailer, a remorque. With a big flower. With a big flower Always on a big it. flower. And as we approached, this woman looked at us, big smile. Oh, she said, bravo, bravo. We were just being us. We were just doing our thing. It was just such a nice reaction to get. And we've always found that. We stop and everywhere we cycle in France, we talk to people. And we've always found... Very accepting. Yes. We're just a bit unusual and different, but in France we feel very accepted because the French seem to like something a bit odd, bizarre, strange. I don't know. I think there's more of an acceptance that it's all à chacun a son goût. It's everyone does. If you're doing your thing, brilliant. Do your thing. So so we like. So that's us, yeah. Doing our thing. And we've both travelled a lot, and often when I've travelled, the more open that you are with people, the more people offer to help you. And so we've had a lot of help throughout our lives when we've travelled and met people, and so we're very keen to return to keep it all going. Keep the golden thread going. Yeah. And since how many time are you traveling, cycling like this? And we've been together 22 years. 27 years. Oh well, a bit more, yeah. 22 since we got married, yeah. So we've had a lot of cycling holidays, mostly in France. The very first holiday we had together, I had a little tiny car, and in it we put 2 bikes, old bikes and tents, very tiny, and off we went, you know, and we through France. We've got more tents and bikes since then, but just that first holiday, memories of playing ping pong, table tennis. There's on a campsite. There's always a table tennis. As they should. Yeah. I mean, one Christmas day near here, we don't do family things, so we were here on Christmas Day and we went to a closed campsite and played table tennis on Christmas Day. And we have a saying amongst ourselves, France pour vite. Whenever you're cycling and you think, it'd be nice to find somewhere a table, make a cup of tea, bit of shade, maybe a toilet. Oh, there's a village. And there's an air, and there's... Or there's the mairie, and you go around and open some of the doors to find the little toilet. And then you've got a bench and you've got some shade, and it's just like... And there's a boulangerie, and oh my God, and there's a water tap. But we know that there are always water taps in cemeteries. Yes. For the Robinette. We also know that one. You know that too. It's ultimate solution if yes. If there's nothing. There's everything you need in life in a cemetery. Everything you need in life, the dead give it to you. Put it on a t-shirt, actually. Yeah, it's true. It's true. Today and for the future. Cemeteries. It's very satisfying knowing a bit about the French. Something as simple as that, finding a water tap in a cemetery. It's just brilliant. Yeah. I think it's to water the flowers. Oh, is it? Yeah. I thought it was for cyclists. I was thinking the French love cyclists. It's not for you. And they put taps for the cyclists in all kinds of places. Yeah, sorry. They will remove them once everybody puts synthetic flowers. Yes. But as long as that continues for 20, 30 years before we die, then that'll be all right. Yeah. But I think also in France, you profit from there is much more public employment.
and money is better Yeah. better spent here on social services and public amenities. So I mean, we you go devoir swimming. alerts We go swimming to a lake near here, 7-mile cycle ride. There's Yeah. a whole lake. There's just us two swimming in the lake. No tickets, no money. It's free. It's unbelievable. So I see it as when we had Margaret Thatcher come in, you guys had Mitterrand, François Mitterrand, and at the same time Thatcher said public services, get rid of all of them, make them private. Mitterrand said public services are important, which they are. They're not perfect. No But public we can services see the are perfect. difference between England and France very Wow, strongly. what a difference now. We pay our we call council tax, les impôts foncière, tax foncière in Britain, huge, and you get nothing for it because all the money goes to private services. Whereas in France, your tax foncière is quite low, and you have good And you facilities. employ local people. So, for example, in Bourbon-Lancy, a local garden designer is in charge of the gardens and all the municipal plantings, and he's also the director or the unofficial director of the community garden in Bourbon-Lancy. So all the clubs, the societies, the children's schools doing the little gardens. It's a really nice feel. And it to me it encourages social inclusion. So if people are more in contact with their public services, then I just think it's a better way of You life. see what you get for your money. Yeah. What you pay. And you're going to need about 2,000 gigabytes on your card. And you're because going to have to edit set it. us- you've set us up talking. Oh So, God! I hope you've got an can- editing You suite. can store the whole universe inside my SD card. No, there you go. You've got to edit it. There you go. Yeah. It's, Don't worry about public service. Emmanuel Macron will make sure there's none of it left at the end of oh yeah. 2007. He's maybe a bit more like Tony Blair than Thatcher, but we'll see with that. But no, wonderful. Quelque chose d'autre à demander, Thank you for Capoel? inviting us. Yeah, thank you very much. Absolute pleasure. Got some material to cut. You're gonna give me a lot of work. I hate you both. Oh, it's on the floor, the editing suite. Well, you know how it is with these film types. This will come out as me saying, I like France. Yeah. Salut, rapport d'étape numéro 6, donc on est enfin arrivé au tiers du voyage aujourd'hui, donc 6 jours sur 18 et puis au tiers de la distance. Quand on regarde sur la carte, franchement on est assez loin, c'est très satisfaisant. Paul et Benjamin nous ont rejoints aujourd'hui, donc ça a fait une présence qui était vachement sympa, ça a un peu dynamisé le groupe. Concernant la sensation, pour ma part, ça fait depuis le début que je cours, ça prépare des caméos sur les côtés, vous inquiétez pas. Ça fait 6 jours que je cours, donc là aujourd'hui, grosse fatigue, surtout que il s'est passé 2-3 petits trucs, à savoir que après une dizaine de kilomètres, quand on est parti, la roue a crevé. Avec les orages des derniers jours, ça avait poussé des épines sur la piste cyclable. 3 rustines à mettre sur la roue, donc le temps de démonter, de repartir. Paul et Benjamin sont partis devant jusqu'à la fin de l'étape. Et puis une fois la roue remontée, on a fait 20 mètres et à nouveau 2 trous dans la roue. On avait oublié d'enlever l'épine dans le pneu. Voilà, donc ça c'était au final assez sympa puisqu'on a rencontré donc Mohamed qui nous a aidé à démonter, nous a aidé à démonter la roue, qui nous a aidé à poser les rustines et tout. Donc au moins pour la première fois, ça a rendu les choses vraiment rapides, vraiment cool. Derrière, on a eu la fameuse entrée de cyclistes qui était là pour nous donner des rustines, pour nous donner des coups de main, c'était vraiment cool. Et puis on a joué de malchance, à savoir qu'en repartant, il nous restait 20 km. 14 km plus tard, on a repété une roue. Le pneu était un peu vieux et du coup il a explosé, je pense, sous la pression. Enfin, on devra à nouveau mettre une rustine, on a changé la chambre à air et puis on est reparti. Et en fait, sur ce deuxième arrêt, on a rencontré Nils, qui est finalement notre hôte de la journée. En gros, on a discuté avec lui, on s'est vachement bien entendu. Et puis, en arrivant en ville, en rejoignant le groupe, en fait, on l'a recroisé alors qu'il rentrait chez lui. Et il nous a invités dans cette demeure. Vous me voyez ici assis parce qu'actuellement, il fait un temps terrible dehors. Et donc, on est logé pour la nuit.
J'aime laisser des blancs. Du coup, aujourd'hui, moi, premier jour de la course, donc petit sentiment de liberté. Je trouve que ça fait grave du bien. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vélo avec du gens et en mode je sais pas où on va et on avance, c'est trop cool. Et du coup, c'était plutôt tranquille quand même parce que j'ai juste supporté Benjamin qui courait. Donc tranquillou, petite balade avec de beaux paysages, vraiment incroyable. J'ai hâte de voir la suite, même si j'ai un peu peur pour la pluie. Après, tu savais pas où on allait parce que tu t'es pas intéressé au projet. Aujourd'hui, j'ai fait du stop. Tout seul. Non, ce que je voulais dire, c'est que Joe et son mari Neil nous ont parlé un petit peu de leur mode de vie et nous ont un peu inspiré notre sujet du jour qui est que notre système de valeurs consumériste n'est pas du tout adapté à la fois à l'accomplissement de l'être humain et à la fois au respect de notre planète et qu'à travers leur exemple on peut apprendre à trouver de la richesse dans les autres et dans ses expériences plutôt que dans les choses matérielles et la consommation. Et voilà. Attends, là je parle pour moi. En vrai, j'ai surtout envie de parler de voyage et voilà comment réinventer ce que ça signifie de voyager et de mener des expériences positives qui t'accomplissent. Parce que je ressens que pas mal de monde autour de moi, même pas mal de gens que j'apprécie beaucoup à l'INSA, sentent que une façon de s'accomplir en tant qu'être humain, c'est de partir visiter le plus de pays possible, d'aller le plus loin possible, de cocher des pays un peu comme sur une liste à puces. Et finalement, leur voyage, c'est juste une sorte de tableau de chasse de tout ce qu'ils ont fait. Et voilà, avec Joe et Neil, ce qu'on découvre, c'est que non, le voyage et l'accomplissement en tant qu'être humain, ça se fait à travers la rencontre et ça se fait à travers l'échange et le partage. Et je pense que sans ces valeurs-là et sans prendre conscience de ça, on peut pas vraiment devenir écolo et adopter un mode de vie respectueux de son environnement, puisque si on pense que s'accomplir, c'est accumuler des tableaux de chasse, soit que ce soit en termes de choses qu'on possède ou d'endroits où on est allé ou de distances qu'on a parcourues, on va juste être amené à polluer un max et tout simplement et à pas réussir à combler ce creux qui est en nous, puisque ce creux il peut être rempli que justement en échangeant avec les autres et en établissant profondément des connexions avec les autres. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve formidable chez Neil et Antoine est en train d'établir une connexion avec le crâne de Paul, c'est très beau. Pas du tout, il se passe rien. Je suis juste en train de regarder. Un jour. Oh, t'es tout marre. Ouais, je pense que c'était pas mal ce que j'ai raconté. Bon, je sais pas, ça va. C'était un peu bateau, mais on va aider, quoi. Faudra tellement mettre la fin de cette vidéo avec Dimitri qui fait « Oh, c'était pas mal ce que j'ai raconté !» J'aime bien montrer un peu ma vie comme ça. Du coup, moi, ça a été aujourd'hui. C'était la première course. On commence avec 33, donc une course normale. Ça a été... la difficulté, c'est que quand on a eu des problèmes de charrette, la plupart de la course a été faite sans manger. Et ça commençait à peser sur la fin de ne pas avoir de barre énergétique ou autre pour pouvoir finir même. Mais sinon, surtout pour la première course, ça a été plutôt de bonnes jambes. Ça a été bien réalisé. J'ai là pas trop de courbatures, donc demain on devrait pouvoir enchaîner avec les 39 km. Et c'était cool, bonne ambiance. Les coins vachement sympas. Le fait de commencer par un canal fait que tout le long t'as quelque chose à regarder. Donc c'est assez kiffant. Et non, du coup... Très bonne impression, les 5 derniers kilomètres ont été un peu plus difficiles éventuellement. Mais non, c'était une bonne course, on a bien kiffé, les articulations font pas mal. Donc un des coureurs qui peut enfin courir et qui n'est pas encore blessé pour l'instant, donc ça change des autres et on espère que ça continuera comme ça et on est content. Très drôle.